un bleu infini, un horizon inatteignable. Là où résident les trésors les plus fabuleux, la mer est source de poésie. L'art a su accaparer son essence. L'aventure, l'inconnu, l'exploration, la solitude, la peur. De 20 milieux sous les mers à l'Odyssée-topie, en passant par la forme de l'eau, l'émotion jaillit à tous les instants. Mais une vision utopiste peut la pervertir. Quand une cité sous-marine s'éveille, c'est tout un monde qui est chamboulé. La mer et l'horreur ne font plus qu'un, pour nous impacter davantage. BioShock est bluffant, à bien des niveaux. Il a su rapidement s'élever dans le panthéon des jeux vidéo modernes. À l'instar de Half-Life presque 10 ans auparavant, BioShock a imposé son identité. Quelque chose qui a su le distinguer des autres et qui le rend tout aussi fascinant. Vous survivez à un crash d'avion. Au cœur de l'océan vidé de toute vie, un phare se tient droit devant vous. Vous vous y dirigez, guidé par sa lumière divine. Ses grandes portes se referment sur vous, et là, une statue s'illumine. Scintillant d'un bronze étincelant, au regard perçant, la statue d'un homme tient une banderole. Ni Dieu, ni roi, que les hommes. Instinctivement vous descendez, et vous vous installez dans une bâtisphère. La voix d'un homme vous parle de son projet ultime, d'un lieu où les libertés peuvent pleinement s'éveiller. Vous découvrez Rapture, une cité sous-marine paradisiaque et effrayante. La fascination laisse place à l'horreur quand vous découvrez des bâtiments saccagés, des couloirs transpercés, laissant l'eau se propager, mais surtout des cadavres suintants de sang. Rapture est en ruine, et ses habitants, transformés en monstres nommés chromosomes, viendront stopper votre fuite. Ce n'est pas tant sa maîtrise du gameplay qui a révélé l'œuvre de Ken Levine et Paul Hellquist. Les sensations de jeu restent nerveuses tout du long, et la progression du personnage est un réel plaisir. On ressent la puissance des pouvoirs, et les possibilités d'utilisation sont multiples pour se défaire des chromosomes ou des protecteurs. Le gameplay est percutant, mais n'évite pas quelques défauts en cours de route, comme un aspect RPG et des mini-jeux assez redondants. Ce qui rend BioShock si unique, c'est de voir comment il arrive à magnifier ce qui fait l'âme de ce médium si unique. Par son histoire, son univers et par son adresse à manier les codes vidéoludiques, BioShock est une claque en termes d'immersion. Et on doit ça à son atout principal, Rapture. Idea for Bioshock came from a bunch of places. I mean, there's two components, sort of like what is the game you want to make, and then what are the thematic and narrative elements. The story wasn't there at the beginning. It was always like a Robinson Crusoe story. It was always a castaway story. One of our goals was in Bioshock is always that the narrative and the gameplay elements would have unity. Que ce soit avec une doctrine religieuse, une sensation d'extrême plaisir, un enlèvement, le mot rapture signifie beaucoup de choses en même temps. Du groupe de musique en passant par la série The Leftovers, Rapture s'est ancré dans notre culture, et ce n'est pas un hasard si cette cité sous-marine porte ce nom. Incarné par ses décors et ses personnages qui l'animent, Rapture devient le berceau d'une vie utopiste et élitiste, tout en propageant derrière elle la souffrance et le drame. Plus le joueur s'enfonce dans les méandres de cette cité, plus il réalise l'étendue de cette hérésie. Rapture est nappée sous l'art déco, un style architectural très esthétisé, datant des années 20. D'abord signe de luxure, elle s'est développée universellement,
et à façonner l'architecture décorative. Ce style très marqué au départ conçu pour les bâtiments a fini par s'immiscer dans la décoration d'intérieur. L'art déco joue beaucoup sur les formes ostentatoires et géométriques, sur des matériaux peu communs ou encore ses formes arrondies, cherchant à casser une certaine monotonie ou uniformité. Avec ses motifs et ses ornements, l'art déco détonne. Le Rockefeller Center fut d'ailleurs une source d'inspiration pour son auteur, avec cette statue d'Atlas, reprenant celle d'Andrew Ryan dans Le Phare. Mégalomanie, démesure et luxure, Rapture capte notre attention, comme si elle était restée figée dans le temps, refusant d'évoluer et cherchant à garder ce rang de luxure. Finalement, l'art déco se veut simple, une quête de pureté et d'idéal. Rapture et tous ses détails décoratifs deviennent un pivot narratif majeur et évoquent tous les idéaux de son créateur. La cité luxuriante sera pervertie par la violence et par l'excès, un contraste d'épouvante qui fascine autant qu'il horrifie. Ainsi, le joueur déambule en Rapture, guidé par son envie d'exploration et de compréhension. À chaque fois que je redécouvre cette cité, je ne peux m'empêcher de ressentir un émerveillement assez étrange. Une beauté lugubre, une atmosphère poisseuse qui arrive à me tenir en haleine et qui me donne envie d'explorer chaque recoin pour en saisir le moindre détail. Rapture m'émerveille autant qu'elle me fait peur. J'aurais aimé voir cette cité s'illuminer sur son meilleur jour, voir tous ces néons, ces animations prospérer d'une manière florissante. Rapture a posé ses griffes sur moi et j'ai du mal à m'en défaire. Quand les audiologues tournent en boucle, je ne peux qu'imaginer ce qu'aurait pu être cette société. Les témoignages de ces citoyens renforcent l'immersion sans jamais la briser, nous laissant nous faire notre propre image de cette cité bien avant la chute. Nous vivons les événements passés comme si nous y étions, et on peut s'empêcher de penser que Rapture aurait pu être bénéfique, sous les mains d'un autre créateur. Ainsi le joueur devient un acteur privilégié. Ken Levine et Paul Elquist nous posent sur un plateau les clés de compréhension pour cette cité. La place du joueur permet à BioShock de s'élever au rang d'œuvre d'art, de nous délivrer un vrai message. I chose something different. I chose the impossible. I chose Rapture. Le jeu vidéo, c'est l'art du choix, de la personnification. On incarne un personnage, nous vivons activement une aventure et nous faisons face à des choix. Est-ce que nous sommes maîtres de nos décisions ou est-ce que nous subissons un destin qui n'est pas le nôtre ? Dans cette dystopie sous-marine, où les âmes des œuvres d'Orwell et Huxley semblent se manifester, c'est toute une question philosophique qui va heurter notre aventure. L'œuvre de Ayn Rand insuffle une réelle profondeur à ce FPS survival. L'auteur s'engage dans le courant objectivisme, clamant que les hommes recherchent avant tout le bonheur, en agissant de manière égoïste et rationnelle. Il n'est plus question de choix mais d'une direction pragmatique et sans concession pour atteindre ce bonheur. L'antagoniste principal, Andrew Ryan, repose toute la gestion de sa cité sur ce courant, où ses citoyens pourront se sentir libres et sans limites. Une vision qui au départ se veut libératrice, et qui va finir par entraîner sa chute. À force d'accorder trop de liberté, la nature humaine révèle ses côtés les plus obscurs, et sera guidée par une soif de pouvoir et de destruction. En témoigne la non-régulation de l'Adam, source de pouvoir dans la cité. Dans Rapture, il n'y a aucune place pour le bien tel qu'on le connaît. Ainsi BioShock interroge sur notre libre arbitre et sur notre manière de concevoir le monde. Devons-nous être à l'écoute des autres ou n'écouter que notre propre voix intérieure ? L'altruisme face à l'égoïsme. Tout au long de l'aventure, Andrew Ryan cherchera à nous manipuler, à nous faire prendre conscience de la valeur de son projet et de la futilité de notre quête. Les audiologues permettent de comprendre comment son idéologie a parasité l'esprit de ses citoyens. Son influence et sa puissance écrasent le joueur, qui doutera de la bienfaisance de ses actes. Pour survivre dans cette cité, il faut succomber à ses vices. Cette doctrine se manifeste aussi avec les petites sœurs et la conséquence de notre choix de les sauver ou non.
Les petites sœurs sont des êtres permettant de réguler et de contenir l'Adam. Et dans le jeu, nous faisons face à un choix, les sauver ou les récolter. Suivant notre décision, la récompense changera et influera sur la fin du jeu, que je ne spoilerai pas ici. Mais ce choix questionne sur notre personne, nous demandant d'être soit égoïste, soit altruiste. Ma personnalité m'incombe à chaque fois de les sauver. Mais est-ce que je fais le bon choix ? Peut-être que je ne pense pas assez à moi en fin de compte. Au fil de notre aventure, les indications d'Atlas et les discours d'Andrew Ryan nous troublent. On ne sait pas qui croire, mais notre instinct de joueur nous pousse de continuer. Et étrangement, cette manipulation devient obsessive et fascinante. On veut comprendre, on veut découvrir la vérité. Nous semons la mort sur notre route, mais c'est nécessaire, libérateur. Il faut libérer Rapture de ce qui l'envenime, mais à quel prix ? Nous nous laissons porter par un univers poisseux, à la beauté morbide, et au fonctionnement contraire à notre éthique. Et pourtant on avance. Et c'est ça, la force de BioShock. Gore Verbinski's lost BioShock movie adaptation was literally 8 weeks from shooting before it was abandoned. There's all kinds of crazy stuff that still exists from the film's early stages, including screen tests for the characters, but he doesn't know where any of it is or who actually owns it. L'Arlésienne vidéoludique. Beaucoup de regrets devant ce projet inachevé, annulé et oublié au fil du temps. Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant qu'un projet filmique voie le jour. Dès 2008, Universal achète les droits de l'œuvre en confiant la tâche à un réalisateur expérimenté, Gore Verbinski, responsable de la trilogie Pierre des Caraïbes entre autres. Un choix loin d'être anodin, Verbinski ayant déjà eu affaire au genre de l'horreur avec The Ring, et il a surtout une manière très visuelle de jouer avec les codes horrifiques. Côté scénario, John Logan, jonglant avec des gros succès et d'autres films plus médiocres. Mais passé ce détail, nous avons ici une équipe rodée et consciencieuse de la tâche incombée. Leur maître mot, fidélité. Le duo voulait imager le monde de BioShock comme nous l'avions vécu manette en main. Une idée confirmée par la fuite du scénario se voulant très graphique et d'une noirceur sans nom. Les ambitions sont présentes, et quand on voit les concept art de la direction artistique, l'équipe avait saisi ce qui définissait l'âme de Rapture, et ce qui l'a gangréné. Mais évidemment, les ambitions étaient bien trop grandes. Tout d'abord, Gore Verbinski imposa sa vision du film. Rated R avec un budget de 200 millions de dollars. Il fallait rendre crédible cette cité sous-marine, pour rendre honneur à l'immersion vidéoludique. Entre autres avec la création de décors, des effets convaincants, et surtout mettre en scène une histoire se déroulant sous l'eau. S'ensuivent de longues négociations pour que chacune des deux parties puisse tomber d'accord. Mais ce qui a enterré définitivement le projet, c'est un autre film. Watchmen aurait tué BioShock. C'est ce que beaucoup de monde prétend, Verbinski en premier. L'échec commercial de ce blockbuster unique et surtout rated R a refroidi les studios, ne croyant pas au succès d'un autre film se privant d'une grosse partie du public américain dû à sa violence graphique. Verbinski finit par céder sa place au réalisateur espagnol Juan Carlos Fresnadillo. Et là encore, on aurait pu être enthousiasmé, au vu de la qualité de 28 semaines plus tard, une suite du film de Danny Boyle que je considère très efficace. Fresnadillo a réussi à s'emparer de l'action horror sans tomber dans le divertissement pur, et cela fonctionnait avec brio. Mais d'après ce que j'ai lu, Ken Levine n'aurait pas aimé ce second choix. Là encore, une impasse. Les négociations continuent et même si Verbinski resta producteur, il n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Le budget descendit à 80 millions de dollars et pour pallier à ce plus faible budget, la production décida de tourner en Europe. Chose que Verbinski n'acceptait pas. Autre problème, Universal voulait absolument baisser la classification du film à PG-13 pour ne pas se priver du public. Car oui, les blockbusters rated R ultra-violents ne marchaient pas comme aujourd'hui. Une trahison pour Verbinski. Et après plus de 3 ans de pré-production, de négociations et de ralentissement, le deuxième réalisateur quitte le navire et le projet tombe dans les abysses des projets annulés. Maintenant, un silence règne et il fait mal.
Après, on peut avoir une certaine idée de ce qu'aurait pu donner le film. Verbinski a gardé certaines de ses idées pour A Cure for Life, que je vous recommande. L'atmosphère et l'esthétique arrivent à apporter son lot de frissons. Et j'aurais bien aimé voir ça dans cette adaptation de ce monstre vidéoludique. Mais justement, BioShock est-il adaptable ? Son histoire tournant sur le libre arbitre et la condition humaine est-elle appropriée à un autre média que le jeu vidéo, où nous sommes maîtres de nos mouvements ? Un film aurait-il pu rendre honneur à la complexité de sa narration et de l'évolution de son héros ? Difficile à dire. L'ambition ne doit pas être un obstacle. Les risques se doivent d'être entrepris pour éviter des regrets. Car le film BioShock avait tout pour réussir. Aujourd'hui, grâce au succès de Deadpool et de Joker, le public est plus enclin à visionner des blockbusters violents. C'est même devenu un argument marketing. Mais ce qui pourrait faire remonter à la surface ce projet, c'est la série The Last of Us. Si la série de HBO rencontre un succès, peut-être que les studios prendront le risque de s'attaquer à un autre chef-d'œuvre du jeu vidéo. L'espoir est permis. Et n'oubliez pas d'aimer les œuvres que vous aimez.